toutes et à tous. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter une séance d'hypnose et je vais essayer de vous proposer donner des explications un peu plus techniques ou en tout cas différentes de ce qu'on peut trouver sur d'autres vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller visionner d'autres vidéos, vous allez voir d'autres explications, d'autres façons de faire de l'hypnose. Voilà, ça pourra compléter un peu le tableau. Donc première étape d'une séance d'hypnose qu'on appelle l'anamnèse, détermination d'objectifs. Donc je vais essayer de vous détailler tout ça. Désolé aux connaisseurs, je vais tellement simplifier que parfois pour les non néophytes ça pourrait sembler faux ou incomplet. Mais je suis obligé de faire au plus simple possible et au plus rapide pour que la vidéo reste une vidéo explicative et pas un cours d'hypnose. Voilà, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc première étape, détermination d'objectifs, anamnèse. Donc l'anamnèse, très rapidement, c'est ce qui on va dire, c'est plutôt orienté passé. C'est un recueil d'informations pour tenter de mettre le doigt, de déterminer ou de comprendre l'origine de la problématique, des symptômes de la personne, de ses blocages, etc. Tandis que la détermination d'objectifs, elle, c'est plutôt orienté solution, c'est-à-dire que la cause c'est pas forcément ce qu'on va rechercher, mais plutôt chercher les solutions, comment aider la personne à avancer, à atteindre ses objectifs, à dépasser ses symptômes, ses problématiques, sans forcément chercher à traiter la cause, mais plutôt à aller vers les solutions. Alors encore une fois, c'est très caricatural, mais je veux pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Pour rester encore un peu dans la caricature, l'anamnèse, c'est plutôt une approche européenne et surtout française, tandis que la détermination d'objectifs, c'est plus une approche outre-Atlantique, américaine, on va dire. Voilà. Dans cette phase-là, on va établir ce que Freud appelait la communication d'inconscient à inconscient, ce que dans la vie de tous les jours on appelle la sympathie, qui est en fait l'empathie. Donc l'empathie, c'est comprendre ce que ressent l'autre, et donc on va faire pour ça ce qu'en PNL on appelle la synchronisation. Donc ça consiste à respirer de la même manière que la personne, en rythme avec elle, à se mettre dans le même état d'esprit. Donc si la personne est triste, je suis triste, si la personne a de l'humour, j'ai de l'humour, etc., etc. Et aussi au niveau du reste de ma communication non verbale, je vais me positionner de la même manière qu'elle. Quand elle se gratte, hop, je me gratte aussi, etc., etc. Là, on passe à la phase d'induction. Donc l'induction, qu'est-ce que c'est? C'est le passage de l'état ordinaire de conscience, de votre état réveillé, à l'état modifié de conscience, la transe hypnotique. Voilà, pareil, je ne vais pas donner trop de détails sur qu'est-ce que c'est l'induction, sur ce que c'est la transe hypnotique, etc. Peut-être dans une autre vidéo. Donc là, l'induction, j'aide Laetitia à passer donc de son état réveillé à son état semi-endormi, si je devais employer des termes simples utilisés plutôt par le grand public. Donc à quoi ça consiste? C'est assez simple en fait. Pour emmener quelqu'un en état d'hypnose, on lui demande de focaliser son attention sur une chose ou deux, ce qui va faire qu'elle va progressivement zapper, oublier ou penser à oublier en fait, ou oublier de penser, comme vous voulez, au monde qui l'entoure, aux détails du monde qui l'entoure. Donc pour ça, il y a plein de méthodes. Là, moi, j'utilise une induction plutôt dite classique, par fixation de son regard. J'utilise aussi un effet de persuasion via des mouvements idéomoteurs, j'en reparlerai après. Donc en fait, je lui suggère que plus elle rentre en état d'hypnose, plus son doigt se rapproche de son visage et plus ses yeux se ferment. Et donc, comme ça se fait, alors ça va vraiment l'aider à comprendre qu'elle est en train de trouver le chemin pour entrer en état d'hypnose. Voilà, donc ça se fait assez automatiquement. Et j'utilise aussi d'autres suggestions directes, indirectes, un peu de saupoudrage. Bon, là on n'entendra pas dans la vidéo. Voilà. Ensuite, une fois que elle commence à se laisser aller, à lâcher prise, je vais lui suggérer d'entrer plus profondément en état d'hypnose pour m'assurer moi que la partie un peu trop critique de son esprit vienne parasiter le travail. Voilà, parce que le travail en hypnose, c'est quelque chose qui se fait assez simple, avec des métaphores, avec des symboles.
qui est donc une autre logique que celle qu'on utilise dans notre état éveillé. Et donc comme c'est une autre logique, la partie dite logique consciente pourrait bloquer. Donc on augmente la profondeur de l'état d'hypnose justement pour endormir, entre guillemets, dépotentialiser cette partie-là. Voilà, donc là je suggère que plus elle va rentrer profondément en état d'hypnose, plus ça va être agréable et plus elle va se détendre. Alors il n'y a aucun lien entre détente et état d'hypnose. On n'est pas obligé d'être détendu pour être en état d'hypnose, hein. Il n'y a qu'à voir ce qu'on peut faire dans le spectacle par exemple. Mais sur une consultation comme ça, c'est beaucoup plus agréable d'être détendu. Donc je lui suggère de la détente simplement parce que c'est agréable. Et plus c'est agréable, plus la personne aussi a tendance à aimer se laisser aller. Pour approfondir encore, je vais faire ce qu'on appelle là une dissociation entre la partie consciente de son esprit et son inconscient, et donc aussi de son corps. Donc là en l'occurrence on voit sa main gauche se lever. Donc les suggestions c'est qu'en gros plus son esprit conscient va voyager dans quelque chose d'agréable, etc. Et plus son inconscient ici va prendre le relais pour elle et travailler pour elle, pour l'aider à atteindre donc, les objectifs dont on a parlé pendant l'anamnèse. Et donc vous pouvez voir aussi les mouvements saccadés de la main, les spasmes que ça fait. Ça c'est très spécifique des mouvements de l'inconscient. Voilà. Et donc en gros plus sa main se lève, plus c'est qu'elle lâche prise et qu'elle laisse la place et qu'elle fait confiance à la partie inconsciente de son esprit pour faire le travail, pendant qu'elle, consciemment, elle va s'évader dans un voyage agréable, dans un endroit ressource, revivre des souvenirs agréables. Et en même temps qu'elle fait ça, ce qui est plutôt curieux, c'est qu'elle entend quand même tout ce que je suggère à son inconscient. C'est ce qui lui permet en fait de garder un libre arbitre et de pouvoir sortir de l'état d'hypnose à n'importe quel moment. Ce qui permet que si moi je faisais des suggestions qui pourraient être hors sujet par rapport à ce qu'on s'est dit pendant l'anamnèse, ça lui permettrait elle de sortir de l'état d'hypnose et de me dire attends, on s'est mal compris ou je sais pas quoi. Voilà. Et donc là je continue, là je fais des suggestions pour que l'inconscient puisse augmenter encore sa capacité à travailler tranquillement sans que la partie consciente vienne parasiter ou ralentir. Et je vais proposer à l'inconscient donc une manière pour l'inconscient de communiquer directement avec moi sans passer par le conscient. Alors ça fait un peu bizarre à vivre au début, mais c'est curieux, c'est plutôt marrant en général, c'est comme ça que les gens le prennent. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre en place ce qu'on appelle un signaling. Et donc je vais proposer à l'inconscient que chaque fois qu'il est d'accord, qu'il me répond par une réponse positive, par l'affirmative, par un oui, ou chaque fois qu'il aura fait quelque chose, terminé de faire quelque chose, qu'il me fasse un signe avec un doigt d'une main. Donc là en l'occurrence vous allez voir qu'au niveau de sa main gauche il va y avoir un spasme au niveau de l'index je crois. Voilà, ça va bouger assez fort, c'est un mouvement très rapide. Tandis que quand son inconscient répondra par la négative, alors c'est au niveau de sa main droite à elle que ça va bouger, au niveau de l'index aussi je crois. Voilà. Alors là c'est moi qui propose à l'inconscient qu'il fasse ça avec les doigts de la main, mais on n'est pas obligé de suggérer que ce soit les mains, on peut suggérer une autre partie du corps, voire même on peut ne pas suggérer et être attentif pour voir quelle partie l'inconscient va bouger. Donc ça c'est en fonction du thérapeute et de la personne qu'on accompagne. Quand on voit que l'inconscient de la personne n'est plus très volontaire, on va proposer directement quelle partie on veut voir bouger, ça va nous faciliter le travail. Quand on voit que l'inconscient est plutôt rebelle ou que la personne consciemment a du mal à lâcher prise suffisamment pour laisser son inconscient faire les choses, on va faire exprès justement de ne pas parler de la zone, sinon la personne elle pourrait trop se concentrer dessus consciemment et donc bloquer le mouvement. Voilà, enfin bref, ça c'est des petites variations en fonction des gens, en fonction des thérapeutes. Donc là vous avez vu le signaling, le oui au niveau de sa main gauche, voilà. Donc, vous pouvez voir que le mouvement, c'est impossible de sketcher ça, hein. C'est trop spasmodique, c'est trop rapide, trop sec. Même les danseurs de hip-hop, je suis pas sûr qu'ils savent faire du popping comme ça. Bref. Donc voilà pour le signaling. Donc là moi ce que je fais c'est que je pose soit des questions fermées, donc son inconscient peut répondre que par oui ou par non, c'est des questions simples,
pour déjà vérifier si il est d'accord pour travailler sur les objectifs dont on a parlé pendant l'anamnèse, et puis ça permet aussi donc de lui suggérer des choses, de lui donner des explications à l'inconscient sur les méthodes, comment il pourrait faire pour modifier telle ou telle chose. Et donc l'inconscient soit nous répond oui quand on pose une question, soit fait un signe oui pour nous faire comprendre qu'il vient de mettre en place des solutions ou autre chose qu'on lui a suggéré de faire. Et donc même si l'inconscient répond, nous ce qu'on fait là, ce que je fais là, c'est simplement des suggestions. Donc une suggestion, qu'est-ce que c'est? C'est une proposition. Donc la partie inconsciente peut très bien accepter ou pas, vu que ça reste des propositions. Donc il y a une liberté totale de l'inconscient. Le conscient est là pas loin, qui surveille d'une oreille, on va dire, qui pourrait aussi refuser des choses. Et donc voilà, en consultation, même en spectacle aussi, mais en consultation, les gens ont vraiment conscience de ce qui se passe et ont vraiment conscience qu'ils sont libres d'accepter ou pas, à la fois consciemment et inconsciemment, les différentes suggestions qu'on leur propose. Voilà pour la phase de travail. Alors là, je ne sais plus exactement quelle technique je lui ai fait, parce que j'écoute plus le son et la vidéo elle date d'il y a assez longtemps. Une fois que cette phase de travail sera terminée, il va se passer plusieurs choses, d'autres suggestions qu'on va appeler donc post-hypnotiques, donc des suggestions pour après la séance d'hypnose. Alors une des suggestions qu'on va tout le temps normalement proposer, c'est que l'inconscient et le conscient vont garder de cette séance seulement ce qui est bon pour eux. C'est-à-dire qu'en gros, si je devais faire une petite métaphore, c'est comme si Laetitia c'est un téléphone portable et que là on lui modifie des applications, qu'on lui installe des mises à jour, qu'on vire ce qui sert plus à rien, etc., etc. Et l'idée c'est que une fois que c'est fait, tous ces changements, il faut que ça dure pour après la séance. Mais que si on avait fait des changements qui convenaient pas, alors l'inconscient pourra remettre en place tout ou partie de l'ancienne version, donc de avant la séance. Voilà, je ne sais pas si je me suis exprimé assez clairement. Et donc évidemment, on fait aussi des suggestions pour que tous les changements, les renforcements positifs s'activent dès la fin de la séance et restent pendant tout le reste de la vie de la personne, en fait, que ça fasse que s'améliorer, avec aussi un petit fusible qui fera comprendre à l'inconscient que si jamais un jour, je ne sais pas dans quelles conditions, mais mettons la personne elle a un contexte de vie qui est le sien aujourd'hui et qui sera peut-être le même pendant plusieurs mois, plusieurs années après la séance, et donc tant que les changements qu'on a fait pendant la séance, que la personne a fait pendant la séance, sont en adéquation avec le contexte de vie de la personne, ça durera. On fait aussi des suggestions pour que si le contexte de la vie de la personne, ce qui arrive souvent, évolue, je ne sais pas, elle peut changer de travail, se mettre en couple, divorcer, enfin peu importe ce qui se passe dans sa vie, même si ça n'a rien à voir avec la séance, que les changements mis en place pendant la séance puissent aussi s'adapter aux différents changements de la vie de la personne. Voilà. Et que si jamais il y avait incompatibilité entre les changements dus à la séance et le contexte de vie de la personne, alors l'inconscient pourrait faire une sorte de restauration système, c'est-à-dire revenir à avant la séance d'hypnose. Voilà. Ou alors, ce qui arrive le plus souvent, c'est que l'inconscient améliore, peaufine de lui-même la nuit pendant que vous dormez, puisqu'en fait pendant la phase de travail on fait des suggestions, mais c'est pas nous qui implantons les choses dans l'inconscient, on fait des suggestions et en fait ça revient à proposer à l'inconscient un apprentissage, une manière de traiter différemment des informations. Et donc vu que pendant la séance l'inconscient apprend, cet apprentissage il va pouvoir le remettre en place même sans état d'hypnose et donc peaufiner, améliorer. Et donc là, c'est ce qui se passe quand ça redescend, c'est que l'inconscient me fait comprendre que ça y est, il est en train de bien intégrer tout ça et d'aller comme faire une projection sur le contexte de vie de la personne présent et futur pour que tout ça se coordonne bien, s'emboîte bien et que le changement soit écologique pour elle, pour son entourage, pour sa famille, etc. Et ensuite c'est là qu'on fait donc la sortie de l'état d'hypnose une fois que la phase de travail est terminée, et donc c'est juste l'inverse.
de l'induction. Donc dans l'induction, on lui fait perdre conscience, entre guillemets, du monde qui l'entoure. Donc pour la sortir de l'état d'hypnose, je lui fais reprendre progressivement conscience du monde qui l'entoure, des sensations de son corps sur le fauteuil, des bruits qui nous entourent, de la musique, de ma voix, etc. etc. Et je lui rappelle qu'elle peut aussi pleinement reprendre conscience et le contrôle de ses doigts, de ses mains, qu'elle avait jamais vraiment perdu. Hein. C'est juste qu'elle s'était mis comme en stand-by, c'était comme retirée temporairement à côté en tant que spectatrice. Voilà pour la sortie de l'état d'hypnose, donc ça peut prendre plus ou moins de temps, on peut se réveiller un peu dans le gaz comme on dit, comme après une très bonne nuit, très longue nuit de sommeil profond et réparateur quand on n'a pas dormi depuis longtemps. Voilà, donc nous on s'assure que la personne est bien réveillée, ça peut prendre quelques secondes comme quelques minutes. On fait un petit débriefing, ce qui permet de bien finir de vous réveiller, et c'est à ce moment-là qu'on vous propose soit un nouveau rendez-vous directement, soit de nous appeler d'ici une semaine ou deux, 10 jours, un mois, peu importe, pour nous faire un bilan de comment ça se passe bien dans votre vie après la séance. Et le cas échéant, on voit est-ce qu'il y a besoin d'une autre séance ou pas. Je suis partie déjà, reste là. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me demander des thèmes. Merci, à bientôt, au revoir.